Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari et veuillez bien nous excuser pour ce retard indépendant de notre volonté. Lancement ce matin dans le village de Kobagé, commune de Torodi, du programme d'alphabétisation fonctionnelle du projet Résilience et croissance économique au Sahel, croissance accélérée. Ce projet est financé par l'USAID pour une période de 5 ans, 2015-2020. Le compte-rendu de Nafis Zakou et Nasser Seydou. Le village de Kobadje a l'honneur avec la présente activité qui marque le lancement officiel des activités d'alphabétisation fonctionnelle de registre AG, un projet dont l'alphabétisation est au cœur de ses préoccupations au regard de son rôle essentiel dans l'éducation. Au nom du peuple américain et le gouvernement des États-Unis, je suis heureuse d'être parmi vous ce matin pour démontrer notre engagement à aider le peuple nigérien et en particulièrement les femmes qui, comme vous, souhaitent créer un meilleur avenir pour leurs enfants, leurs familles et pour elles-mêmes. Je crois au fond de mon cœur à la valeur que vous allez recevoir avec votre nouvelle connaissance. Je sais que les femmes qui pourront lire, écrire et compter vont gagner davantage d'argent dans leur commerce. Je sais que les femmes prendront de meilleures décisions dans leur ménage, décisions qui vont être bénéfiques pour leurs enfants, leur mari, leur communauté et pour elles-mêmes. Le projet Régis AG n'en est pas à son premier centre d'alphabétisation. Initialement, des régions en ont pu bénéficier, d'où la gratitude des autorités en charge. Régis AG a entrepris d'organiser des séances d'alphabétisation fonctionnelle leur permettant de pouvoir lire, écrire et calculer. Ces activités se déroulent à langue locale dans 25 centres situés dans les régions de Maradi, Tillabéri et Zander. Cela témoigne, à n'en point douter, la volonté de l'USAID d'accompagner le gouvernement du Niger dans la mise en œuvre du programme d'éradication de l'analphabétisme. C'est le lieu ici pour moi. De saluer ici la détermination et l'engagement de l'USAID dans la lutte contre l'analphabétisme au Niger à travers plusieurs de ses projets. En effet, l'alphabétisation permet de lutter efficacement contre la pauvreté et le chômage des jeunes, entre autres. Chats et sketchs abordant la problématique de l'alphabétisation ont su tenir le public en haleine. Les meilleurs apprenants se sont vus décerner des prix, une démarche pour le projet que ne pas leur soit emboîté par les autres. Après expiration de leur préavis de grève à la date du 7 septembre dernier, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur met en exécution sa menace de suspension des activités académiques dans toutes les universités publiques du Niger. Une grève de 72 heures pour exiger la satisfaction de leurs revendications au nombre de 2, comme nous l'indique ici le secrétaire général du SNEX, Bakasso Sahabi. À la date précise donc du 30 août, il y a des universités qui ont jusqu'à 4 mois d'arriérés de salaire. Ensuite, un certain nombre de trimestres de primes de recherche, aussi d'arriérés de primes de recherche. Sans oublier d'autres aspects, n'est-ce pas, qui freinent un peu le fonctionnement ou le bon travail, n'est-ce pas, de nos camarades. Donc, suite à ça, on s'est dit que le salaire n'était pas négociable et que vraiment il fallait que nos autorités, n'est-ce pas, prennent les responsabilités pour pouvoir donc satisfaire donc nos camarades. En ce sens, donc, on avait déposé le préavis et ce préavis, il s'intéressait tout simplement au salaire et aux primes de recherche. Il y avait d'autres problèmes qu'on pouvait négocier. Donc ça, on n'a pas mis ça dans le préavis. Mais on s'est dit que jusqu'au 8, si ces arriérés-là n'étaient pas épongés, on allait donc suspendre l'activité académique. Et malheureusement, le constat est là, il est bien là. Certes, il y a eu quelques
par exemple, si je prends Zander, par exemple, il y a eu une proposition d'un chèque de 2 mois hier, je ne sais pas si aujourd'hui ils ont pu quand même avoir les 2 mois. Maradi avait eu aussi une proposition d'1 mois de salaire. Les pères, on n'ont même pas d'abord parlé de ça. Il y a eu des promesses, et ces promesses-là, comme je le disais, il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas donné, et je crois qu'on ne peut plus travailler sur les promesses comme ça. Il faut que les choses soient réelles. Et en ce sens, donc, à l'issue de tout ça, donc, nous étions obligés, n'est-ce pas, de poser ce mot d'ordre de grève. En principe, ça devait même être automatique, mais dans la logique, donc il faut. Donc, vu, n'est-ce pas, un début, n'est-ce pas, des résultats, on s'est dit que bon, il faut pas bloquer la négociation. Donc, c'est 3 jours qu'on a proposé, c'est donc un nombre de grève, n'est-ce pas, si vous voulez, comment appeler les termes. Donc c'est pour leur permettre quand même de continuer et que vraiment on leur donne un peu de temps pour pouvoir donc trouver des solutions à ces problèmes. Sinon on va les reconduire. Voilà. Le comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger a rendu public ce matin une déclaration. Dans celle-ci, l'UEPTN exige le paiement de bourses des étudiants. Le reportage est de Asma Oseidou et Chebou Guissou. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette déclaration de presse de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques. Ce après un suivi particulier et régulier de l'évolution de la situation socio-académique et ses militants. Avec la prolifération des instituts et écoles professionnelles et techniques dans la région de Niamey, force est de constater que ces établissements créent à leur convenance des filières sans aucun respect de la réglementation en vigueur et sans aucun effort de cohérence entre les différents programmes enseignés. Depuis l'institution du BTS d'État, l'UEPTN avait écrit à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme harmonisé d'enseignement du BTS 1 et BTS D dans tous les instituts et écoles professionnelles et techniques. Cependant, par inconséquence et défaillance d'encadrement technique du ministère des tutelles, c'est un désordre total qui s'observe dans ce secteur. Entre autres points, le paiement des bourses ou pécules des étudiants professionnels et techniques. Le comité exécutif de l'UEPTN dénonce et fustige le retard injustifié et insensé dans le paiement de la bourse du 3e trimestre avril, mai, juin. Aussi, notre structure s'insurge contre le non-paiement des pécules des élèves des centres de formation et des étudiants de l'NSP zone éloignée. En ce qui concerne la bourse d'octroi, le comité exécutif de l'UEPTN s'indigne de l'ANAP, une agence gérée par des comiques actionnaires qui refusent de payer nos militants en exigeant les diplômes en lieu et place d'attestation. À lieu et place d'attestation de réussite, sachant très bien que c'est le ministère qui est responsable de la lenteur dans la délivrance des diplômes. C'est pourquoi l'UEPTN demande au ministère de tutelle d'accélérer le traitement des dossiers d'authentification des diplômes en vue de permettre le paiement de cette dernière au plus tard la semaine prochaine. L'impréparation et les ratés ayant caractérisé les derniers examens du BTS, tout comme la finition des chantiers dans les centres de formation, n'ont pas manqué d'être évoqués dans cette déclaration. Le collectif des syndicats des travailleurs des municipalités était en sitting hier matin à l'hôtel de ville de Niamey. Il réclame le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire. Le reportage est de Nafissa Hassan et Soumaïla Abdoulaye. Ambiance peu ordinaire dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Niamey. Liés par le même sort, ils sont tous des agents de la ville de Niamey au titre des 5 arrondissements communaux. La précarité de leurs conditions de vie et de travail, menu essentiel et principal d'un tel attroupement. Maintenant, actuellement, on y a 2 jours de la fête. Jusqu'à présent, on n'a pas reçu nos salaires. Et en réalité, c'est ça qui a fait à ce que la base nous a incité de venir se rassembler pour montrer à l'opinion nationale et internationale notre mécontentement.
Des agents qui n'ont à l'esprit qu'une seule chose, l'appurement de 3 mois d'arrêt de salaire. Nous, ce que nous voulons, c'est que vraiment les autorités fassent tout pour nous donner nos salaires. Parce que vraiment, 3 mois sans salaire, c'est trop. La fonction publique ne doit pas, comme moi, mais nous, aux agents de collectivité territoriale, jusqu'à 3 mois qui n'ont pas été payés, on est rentré dans notre 4e mois. Et vraiment, les locataires sont en train de souffrir aussi. Parce qu'il y a les gens qui disent aux locataires de sortir, de leur donner leur maison. Il y a les gens qui sont en train de dire qu'ils n'ont même pas de quoi manger, ceux qui ne payent pas la location. Leurs enfants. En tout cas, en réalité, vraiment, on a des problèmes jusqu'à ce qu'on ne peut même pas savoir ce qu'on peut faire. Ce mouvement d'humeur de ces mêmes agents des collectivités territoriales n'est pas sans conséquence sur leur entité décentralisée. D'où la nécessité de privilégier le dialogue entre les deux parties. Toujours dans les locaux de l'hôtel de ville de Niamey, le personnel de la dite structure a rendu public une déclaration relative à la situation d'injustice dont ils estiment être victimes. Retrouvons Nafissa Hassan et Soumaïla Abdoulaye. 2 points sont inscrits au menu de cette sortie médiatique à travers une déclaration. Il s'agit du problème d'arrêt de salaire et de la rétrocession de la maison des jeunes et de la culture Diado Sekou. 2 faits qui justifient une telle montée au créneau du personnel de la ville de Niamey. Concernant les arriérés de salaire, le personnel de la ville de Niamey fustige le comportement laxiste du maire président du conseil de ville face au problème de salaire. Lance un appel pressant au président de la République, son Excellence Mamadou Issou, pour qu'il intervienne afin de mettre les agents de la ville dans leurs droits en vue de mettre fin au cauchemar qu'ils vivent. De la maison de culture Diado Sekou, l'Assemblée générale du personnel de la ville met en garde le président du conseil contre toute remise en cause des intérêts matériels et moraux de la ville de Niamey. Aussi, nous demandons au maire président du conseil de boycotter la cérémonie prévue pour la rétrocession de la MJC. Enfin, le personnel de la ville informe le ministre de la Culture qu'il utilisera tous les moyens pour faire échec à son ambition inavouée. Une déclaration qui fait suite au rassemblement toujours ce matin dans les locaux de l'hôtel de ville de Niamey pour exiger l'amélioration des conditions décentes de vie et de travail pour ses agents. Les correcteurs du baccalauréat session 2016 attendent toujours le paiement du reliquat de leurs frais de correction. Plus de détails dans ce reportage de Asmaou Seydou. Correcteurs de la session 2016 du baccalauréat, ils le sont tous et ne demandent pas. Ils attendent jusque-là de rentrer dans leurs droits à travers le versement du reliquat de leurs frais. Des frais qu'ils peinent à percevoir car heurtés à un mur opaque d'indifférence, ces derniers pointent du doigt autorité rectorale. Nous, en tant que correcteurs, normalement, quand nous finissons notre travail, le service du bac devrait se préoccuper de nous appeler le plus tôt possible pour nous régler. Et vous voyez, ce n'est pas aussi facile quand on sait que nous sommes à quelques jours de la fête de Tabaski, à quelques jours de la rentrée, et qu'il y a parmi nous des gens qui ont 4 mois d'arrêt de salaire ou bien de pécule. Vous voyez sur moi vraiment tout ce qui ça constitue comme fardeau pour un père de famille, parce que nous sommes plus de 2000 correcteurs. Parmi nous, beaucoup ne vont pas fêter. Tout simplement parce que quelque part quelqu'un a failli. Quelqu'un n'a pas voulu qu'on soit dans nos droits. Alors que nous avons fait notre travail et c'est fini, le bac est fini depuis le 25 juillet. Donc, cette situation nous amène à nous demander où se situe le problème. Les correcteurs que vous voyez ici. Les 1,1 milliard alloués là sont déjà utilisés à crédit. On l'a dit la semaine passée, c'est l'université qui a avancé pour organiser le bac. Et l'université actuellement se trouve encore dans des problèmes. Nous, on s'en fout des problèmes des autres. Ce qui nous regarde, ce qui nous intéresse, c'est nos reliquats. Si on nous paie nos reliquats, personne ne va nous entendre, personne ne va nous voir ici. Alors c'est le moment de lancer un appel
aux autorités rectorales et à l'État du Niger. Parce qu'il faut qu'ils nous règlent le plus tôt possible. Sinon, nous continuons le combat et nous allons hausser le temps. Et on va on va vraiment accélérer les choses pour le faire à notre façon. Nous ne voulons pas arriver à ce moment-là. Mais vraiment, nous leur demandons de faire preuve de bonne foi pour nous mettre dans nos droits le plus tôt possible. Excédés et las d'attendre au regard de leurs besoins, pressant surtout en cette veille de fête de Tabaski et de rentrée scolaire, ils se disent disposés au dialogue pour un dénouement heureux de leur situation. La coordination régionale moderne FA Lumana de Niamey était hier après-midi en conclave au siège de la coordination Niamey 3 à l'effet d'examiner la situation socio-politique du pays et celle du parti. À l'issue de cette rencontre, une déclaration a été rendue publique. Elle nous est résumée ici par Adamou Soumana. Ce rendez-vous des l'humaniste de la capitale qui se passe de tout commentaire du point de vue de la mobilisation vise à se pencher sur la situation socio-économique et politique du pays, mais aussi et surtout sur la vie du moderne FA Lumana Africa. Après une analyse sans complaisance de la situation du pays, la coordination Lumana de Niamey, dans une déclaration rendue publique à cet effet, dégage ce constat. Face au péril grave que traverse le Niger, la solution ne saurait être le mutisme coupable et la résignation des Nigériens. Il s'agit plutôt de nous organiser, de nous mobiliser à la hauteur de la situation en vue d'engager le combat démocratique pour sauver notre pays. C'est donc avec satisfaction que la coordination régionale de Niamey a appris la coordination par les partis politiques de l'opposition d'un cadre de concertation, de mobilisation et d'action dans le but de restaurer et défendre les acquis démocratiques. Face à cette situation qualifiée des plus périlleuses par ses militants, la coordination Modem FA de la capitale dit ne pas rester les bras croisés et compte pour cela sur ses militantes et militants. Apporte tout son soutien à la création du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, FRDDR. Déplore et condamne le climat de stress et de psychose qui entoure l'organisation du Hajj depuis l'avènement de Gouri System. Apporte son soutien indéfectible aux braves commerçants du grand marché et de toutes les artères de la capitale face à cette épreuve effroyable que leur impose le satanique régime de Gouri System. Invite ces nombreux Nigériens victimes de l'injustice, mécontents et en proie au désespoir de rejoindre sans tarder le FRDDR pour le seul combat qu'il vaille, celui de la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Elle assure les leaders de ce front de la disponibilité constante, de l'engagement sans faille ainsi que celle de la détermination de ses militantes et militants pour répondre à tout mot d'ordre dans le cadre du combat démocratique. Notons par ailleurs qu'il a été porté à la connaissance des militants à cette occasion deux messages dont le premier émane du président du parti Hama Amadou faisant état de sa bonne santé tout en saluant le courage des l'humanistes. Quant au second message, il émane du coordinateur régional Soumana Sanda et porte sur sa prochaine libération prévue le lendemain de la fête de Tabaski, le 13 septembre exactement. À cet effet, Soumana Sanda donne rendez-vous à l'ensemble des militants au bureau politique national du Modem FA Lumana. Fin hier après-midi de la deuxième édition de la formation islamique destinée à des filles et garçons pendant la période des grandes vacances. À l'issue de cette formation, des cadeaux symboliques ont été remis à ses apprenants. Le reportage est de Ousmane Sidikou et Halidou Bouraima. L'initiative se voulait pédagogique et elle en est à sa deuxième édition, celle qui consiste à récupérer tout au long des grandes vacances filles et garçons pour une initiation, voire un encadrement islamique. La présente cérémonie consacre l'épilogue de leur formation. Les enfants, nous les avons recueillis après les vacances, je dirais juste après la fin de leur école. Nous avons fait des demandes auprès de leurs parents de nous les donner afin que nous puissions leur donner le savoir. Ce savoir aussi, c'est quel genre de savoir? C'est le savoir de la religion, à savoir notre religion, l'islam.
Donc maintenant, tout ce que j'ai à dire, que vraiment nous remercions les parents des enfants de nous avoir confié ces enfants-là. Et à nous, de notre part, nous pensons que vraiment nous avons fait de notre mieux. Car, disons, l'éducation d'abord, c'est une responsabilité de chaque parent. Cette frange de la population, à travers leur tranche d'âge, mérite une sérieuse prise en main pour des lendemains meilleurs. La jeunesse, c'est l'avenir de tout un pays. Maintenant, pour que tout aille en avant, il faut que cette jeunesse-là, il faut qu'il soit bien éduqué. Et bon, c'est de cet sens-là que nous avons pris l'initiation. D'ailleurs, nous faisons ça à chaque année. Ça fait la deuxième année maintenant que nous le faisons. Et donc vraiment, nous remercions les parents des enfants de nous avoir confié ces enfants-là. Au meilleur à cette fête distinguée, des cadeaux symboliques ont été décernés. Une fin de formation assez satisfaisante pour les initiateurs qui ont cru en âme et conscience devoir jouer leur partition. Cérémonie de lancement hier matin au centre culturel franco-nigérien des activités de ce centre au titre de l'année 2016-2017. Le premier programme de 2 mois après la période de vacances a été présenté au public hier à travers une conférence de presse. Le compte rendu de Michel Deji et Aboubakar Sele. Pour ce mois de septembre, c'est le 7e art qui sera à l'honneur dans le programme cinématographique du CCFN avec une soirée des lauréats des très courts métrages et en octobre, une semaine des cultures numériques. Dans le domaine artistique, les points saillants, c'est à la fois un gros concert quasiment mondial puisque on fait venir le groupe Tinariwen, au mois d'octobre, le 15 octobre si je me trompe bien. Donc ça c'est vraiment un gros événement puisque ils ont fait une tournée mondiale en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Japon, partout en Asie. Alors il y a toute activité artistique bien entendu et culturelle qui vise à soutenir les artistes nigériens avec le festival Fishgoni, avec des concerts d'un groupe de rap nouveau, avec une soirée cinéma sur des jeunes réalisateurs nigériens, etc. Des événements qui sont attendus avec beaucoup d'enthousiasme. On a beaucoup parlé de ça sur les réseaux sociaux et puis qui s'annonce de manière grandiose parce qu'il y a beaucoup qui en parlent un peu partout. Donc nous, on sera sur scène le 8 octobre au CCFN, Inch'Allah. L'importance de ce concert pour nous, c'est que c'est notre premier concert. C'est notre premier concert qu'on va donner. Et deuxièmement, c'est que on vient de finir notre mixtape et bientôt on va se lancer dans l'optique d'un album. Donc c'est une fierté pour nous de pouvoir contribuer au hip-hop nigérien et puis d'apporter notre nouvelle touche. Outre ces activités phares, ce programme marque aussi la rentrée au centre culturel franco-nigérien Jean-Rouch de Niamey avec la reprise des activités de la médiathèque rénovée avec une nouvelle innovation dite pyramide des savoirs à découvrir. L'heure du conte, la reprise des cours de langue ainsi que les débats d'idées sur des questions de société, de philosophie et de droit. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a publié un rapport dans lequel il fait état de la situation des enfants déplacés pour faire de conflits à travers le monde. Quelle doit être la conduite à l'endroit de ces enfants? Élément de réponse dans ce dossier signé Ali Cissé Ibrahim et Aboubakar Sele. Dans le monde et plus spécifiquement en Afrique, des conflits éclatent un peu partout. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur les populations, surtout les enfants. Ce qui ressort dans un récent rapport de l'UNICEF qui donne 28 millions d'enfants déplacés de force par les conflits et la violence à l'intérieur comme à l'extérieur de leurs frontières, comme le précise ici le coordonnateur de l'ONG EPAD. C'est véritablement une préoccupation du point de vue international. Je rappelle au passage que l'Union africaine a engagé une étude continentale sur l'impact des crises et des conflits sur notre continent, à l'échelle d'ailleurs de 54 pays. Et cette étude a révélé effectivement que pratiquement dans toutes les 5 sous-régions, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique australe, en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Est,
il y a des foyers de tension, il y a des conflits. Cette situation d'enfants déplacés consécutive à un conflit se vit actuellement dans la région de Difa. Faisant face également à la crise de Boko Haram et sur pratiquement les différentes frontières, il y a en tout cas ces soubresauts-là. En Afrique centrale, c'est pareil. Au Congo, ça date de plusieurs années. En Centrafrique, c'est pareil. Bref, c'est pour vous dire que l'Union africaine, consciente de ces impacts-là, a voulu d'ailleurs que la commémoration de la journée de l'enfant africain, qui se célèbre chaque 16 juin, porte cette année de manière spécifique sur la question des crises et conflits et comment mieux protéger l'enfant de tous les droits. Cependant, selon le coordonnateur de l'ONG EPAD, des voies à suivre existent afin de garantir les droits des enfants déplacés du fait d'un conflit. La bienveillance d'un État vis-à-vis de ses enfants se mesure à travers 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est le cadre juridique qui est créé pour permettre l'ordonnancement de tout ce qui est convention, traités internationaux dans l'ordonnancement juridique national. Mais l'autre critère, c'est l'engagement budgétaire. Quel est le niveau de budget que l'État consent aux secteurs sociaux vitaux qui permettent effectivement de mieux promouvoir les droits des enfants. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des notoriétés politiques qui sont au niveau donc, de la région de Difa. Quelle qu'en soit leur coloration politique, je pense que l'État doit les associer à la recherche des solutions. Relativement à la situation des enfants déplacés suite à des conflits, le rapport publié par l'UNICEF préconise aussi, entre autres, de protéger les enfants réfugiés et migrants, en particulier les enfants non accompagnés de l'exploitation et de la violence, mais aussi de ne pas séparer les familles qui demeurent le meilleur moyen de protéger les enfants et de leur donner un statut juridique. Du 29 août au 4 septembre, Maradi a abrité un atelier de renforcement des capacités des journalistes sur l'élimination des mariages des enfants. Un atelier organisé par le ministère de la Communication en collaboration avec l'UNICEF et l'UNFPA. Suivez ce compte rendu. À l'issue de ces 7 jours de travaux, les participants à cet atelier sur les questions liées au mariage des enfants ont suivi plusieurs communications qui ont permis de les édifier davantage. En clôturant les travaux, le secrétaire général adjoint du ministère de la Communication a demandé les journalistes de mettre à profit les connaissances acquises afin de mettre fin au mariage des enfants. Nous osons espérer que ce renforcement de capacité permettrait aux différents médias d'améliorer leur ligne éditoriale par rapport à la question de la protection de l'enfant et particulièrement à la question du mariage des enfants. Et comme je le disais, c'est un fléau par rapport auquel nous marchons sur des œufs, puisque nos communautés très souvent se basent sur les principes islamiques pour pouvoir faire action. Et ici, on a constaté que le mariage des enfants fait des dégâts au niveau de la société. Donc nous comptons sur vous pour essayer de sensibiliser les communautés, pour essayer d'amener les filles à se maintenir à l'école, celles qui sont à l'école, pour amener les parents à considérer la maturité. Comme l'a dit le Coran, on a dit aux parents de marier leurs filles à maturité. Pour l'UNICEF, les objectifs assignés à cet atelier sont atteints. L'objet était de donner un certain nombre d'informations aux journalistes sur les droits de l'enfant, la question de la protection de l'enfant et surtout la question du mariage des enfants. Donc les 2 jours d'exposé théorique vous ont donné les informations de manière globale et vous avez fait 3 jours de terrain pour voir ce qui se passe sur le terrain, les réalisations, comment les communautés sont engagées et chacun a pu réaliser un reportage, un magazine en tout cas un article pour la presse écrite. Donc vous nous avez fait visionner ce travail qui a été un travail de qualité. Donc je pense que pour nous, en tout cas, l'objectif est atteint. Les participants à cet atelier, qui sont les journalistes venus de toutes les régions du Niger, ont exprimé un sentiment de satisfaction à la fin. Nous avons retenu beaucoup de choses. Et comme vous venez de dire, c'est relatif aux questions liées aux droits de la jeune fille, notamment sur cette vaste campagne qui est engagée depuis quelque temps par l'État nigérien et ses partenaires techniques et financiers pour le développement
développement. Et oui, l'élimination du mariage précoce, c'est vraiment quelque chose qui suscite le concours de tous. Grâce à cet atelier, nous avons compris pas mal de choses sur le droit de la jeune fille et nous allons mettre ça en profit pour pouvoir édifier nos communautés par rapport à tous les risques y afférents. Les risques y afférents, ce sont des risques sur la santé psychologique, sur la santé sexuelle et reproductrice ou reproductive de la jeune fille. La richesse de cet atelier vient d'abord du fait qu'il a été co-organisé par l'UNICEF et le FUNIAP. Et également, un deuxième aspect, c'est que cet atelier nous a permis de découvrir de visu des choses, des activités et des programmes qui sont réalisés par les deux organismes. En tout cas, la visite sur le terrain nous a permis de voir ces réalisations, de les apprécier et également d'enrichir notre documentation, et ce qui nous permettra de faciliter la production. Les journalistes ont réalisé des reportages sur divers thèmes relatifs au mariage des enfants, des reportages qui seront diffusés à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille en octobre prochain. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.